une petite introduction donc pour, vous souhaiter la bienvenue et puis, plus particulièrement aussi à Xavier et à Philippe et les remercier d'avance pour la conférence qu'ils vont nous donner ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Je laisse la parole à Jean-Christophe. Cette conférence est organisée dans le cadre de notre club, du numérique. Voilà, donc du coup, je lui laisse la parole, Alors, je pour suis qu'un présenter. merci, Agathe, je suis qu'un tiers des voix, parce que les 2 autres Ouais, c'est voix, vrai. c'est Pierre et Philippe Tison, donc qui sont présents ici aussi. Il y a une spécificité, hein, de cette soirée, c'est qu'on a enfin, ou en tout cas Alumni a essayé de faire une liaison avec Marie, hein, qui est là aussi, sur un autre C'est club vrai. qui s'appelle le Club des transitions, c'est ça? Ouais, Junior Alumni Transition, exactement. C'est C'est ça? ça. Voilà. Ouais, on est au cœur des 2 sujets. Et donc voilà, ça fait sens, et donc l'objectif de parler, enfin pour ceux qui connaissent pas encore, l'objectif de ce club, c'est de vous partager, des nouvelles, des news des nouvelles technologies, donc de l'IT, sur l'aspect, métier ou sur l'aspect technologie justement, donc les applicatifs ou bien, la partie plus amont technologie, ce qui est au cœur d'HEI finalement, enfin d'HEI de Junia, pardon. Et, d'échanger sur, les sujets, que ce soit pour sa culture, personnelle générale, ou que ce soit, et c'est même préférable, avec des applications professionnelles. Voilà. Et l'idéal, maintenant, c'est, il faut continuer à faire tourner la pompe, mais c'est que entre les différentes sessions, il puisse y avoir des interactions entre les différents participants, sur tel et tel sujet. Et ce soir, on a un beau sujet qui est le Green IT, qui monte en puissance, c'est vrai. Les clients, mais vous l'expliquerez, le demandent de plus en plus. Et donc, s'y préparer en amont, c'est quelque chose de très pertinent. Est-ce que Pierre-Philippe, vous voulez ajouter, quelque chose de plus? Bon, on va ajouter sans doute beaucoup plus durant la présentation, mais en guise d'introduction, pour ma part, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Peut-être que Xavier a quelques éléments à compléter. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Non, mais je pense que l'introduction est parfaitement posée, le cadre aussi, etc. Voilà, après, je pense que c'est dans les débats qu'on pourra rentrer un petit peu dans le détail. Et je pense aussi, surtout, n'hésitez pas, mais comme d'habitude, hein, à chaque conférence, à poser vos questions, alors soit en live et plutôt dans le chat, pour qu'on puisse y répondre peut-être au fil de l'eau. Voilà, De, pour que ça reste interactif, en fait, hein. Ouais. de quelle manière est-ce qu'on pourra disposer, les slides? Tout partiellement? Je pense qu'Agathe pourra nous les retransmettre, hein. Il n'y a aucun souci D'accord. pour ma part, il n'y a pas de souci de confidentialité sur ce qui sera passé. Donc, voilà. Pour moi, c'est pareil, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et du coup, je vous les enverrai avec le lien de l'enregistrement, Ouais. dès que tout ça sera prêt. Génial. Super. Moi, je crois que Xavier, Philippe, Ok, C'est parti, on y va. la main est à vous. bien. Alors, je ne vais pas retracer tout mon parcours, simplement vous dire qu'aujourd'hui, je co-anime une petite société de service avec 2 autres associés. Donc, c'est une ESN, une trentaine de collaborateurs. Et il y a quelques années, on s'est posé la question de savoir quel était, entre guillemets, notre positionnement, notre rôle dans ce monde où les impacts environnementaux sont de plus en plus forts. Et même si naïvement, il y a quelques années, on pouvait penser que l'informatique était, je dirais, un secteur relativement avec peu d'impact sur l'environnement, en regardant de plus près, on s'est aperçu que ce n'est pas le cas. Et ça nous a interpellés dans nos valeurs, et on a souhaité vraiment orienter notre activité pour prendre en compte la responsabilité du numérique au sein de l'environnement. Donc, ça, moi, m'a amené à m'informer, me former pour être au parfum là-dessus et pouvoir proposer des prestations qui sont compatibles avec une approche numérique responsable.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on intègre naturellement dans les prestations que l'on réalise. Je laisse la parole peut-être à Xavier pour une petite présentation rapide. Ok, tout à fait. Oui, donc alors un petit peu comme Philippe. Hein, donc moi je suis cofondateur du cabinet Evolve. On est un cabinet de conseil en transformation numérique. On a un business model, comme on dit, un peu différent de celui de Philippe. C'est-à-dire que nous, on travaille exclusivement avec des consultants indépendants, donc des freelances. Mais globalement, j'allais dire, on adresse les métiers de l'informatique, donc notamment, on accompagne donc nos clients sur leur transformation digitale, sur leurs projets d'informatique. Voilà. On est venu sur le Green IT ou sur le numérique responsable un peu plus tardivement que AMJ Group l'a fait. Donc nous, ça fait une bonne année qu'on travaille sur le sujet. On est labellisé donc numérique responsable par l'Institut du numérique responsable et l'agence Lucie. Voilà. Et donc, un peu de la même manière qu'AMJ Group, on souhaite donc promouvoir ce numérique responsable auprès de nos clients et les accompagner finalement dans leur démarche de réduction de leur empreinte numérique. Voilà. Merci Xavier. Alors, la présentation va se faire en 2 temps. Je vais d'abord vous présenter un cadre général avec l'état, je dirais, enfin, la situation actuelle au niveau à la fois des impacts environnementaux du numérique responsable et, je dirais, des actions qu'il est possible de mener, avant de terminer par un retour d'expérience. Et là, moi, j'apporterai un retour d'expérience concernant la structure et ce que j'ai pu vivre. Et Xavier, lui, va apporter un témoignage complémentaire par son approche différente et complémentaire. Donc, ça peut être très intéressant de voir à travers ces différences comment on traite et on se rejoint sur des problématiques qui nous touchent tous. Alors, donc, cette présentation, elle a déjà été faite il y a déjà 15 jours auprès d'élèves ingénieurs de l'ISA. Donc, ça m'a permis de voir que c'est une présentation assez dense. Je sais qu'on n'a qu'1 heure, donc ça va être tendu. Si jamais ça ne passe pas, eh ben, on verra, on traitera ça à travers des questions et réponses. Et comme l'a gentiment proposé Jean-Christophe, s'il y a besoin de compléments, on pourra toujours prévoir une autre séance sur des thématiques sur lesquelles il y a besoin de faire un zoom ou sur lesquelles vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Alors, en termes de plan, je vais essayer de vous présenter, je dirais, la problématique sous 4 points. D'abord, un panorama, je dirais, des impacts sur l'environnement des activités numériques. Puis ensuite, voir comment on peut les prendre en compte et les traiter, chacun à notre niveau, au sein de nos activités. Le 3e point sera de voir un peu comment on peut interagir, cette fois-ci à plusieurs, en fait, à travers des partages d'informations ou d'expériences entre entreprises ou à l'aide d'acteurs qui sont reconnus dans le secteur. Et on verra également quel est le rôle que joue l'État, qui est de plus en plus présent dans ce domaine. On terminera donc par un témoignage sous forme de retour d'expérience. Alors, sur le premier point, donc, on va rapidement voir en quoi les activités numériques impactent, je dirais, ont des impacts environnementaux. Alors, en guise de rappel pour commencer, rapidement, présentation assez simple de ce que l'on trouve en termes de composants au niveau de l'activité numérique. On a d'une part donc une partie matérielle où on va retrouver les terminaux qui sont essentiellement, je dirais, les matériels utilisés par les utilisateurs finaux, que ce soit à titre professionnel ou personnel. On a également donc une partie réseau qui permet de faire transiter toutes les données. Alors, ça peut être des réseaux filaires ou sans fil. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle les centres de données ou les data centers qui sont là pour accueillir, je dirais, des serveurs, des fermes de serveurs applicatifs ou de données. Côté logiciel, donc, on a un parc d'applications qui existent et qui traitent des données qui vont justement être transférées sur les terminaux utilisateurs à travers les réseaux
et stockées ou traitées également dans les centres de données. Alors pourquoi présenter ce panorama? C'est tout simplement parce que ça va expliquer en quoi on va retrouver certains éléments qui impactent l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type d'impact environnementaux pour le numérique? Alors le premier qui vient naturellement à l'esprit, c'est tout ce qui touche au réchauffement global, donc les effets de gaz à effet de serre. Donc on en parle régulièrement. Alors on parle beaucoup de CO2. Il n'y a pas que le CO2, hein, il y a d'autres gaz qui ont des effets. Alors on en parle moins peut-être parce que en quantité ils sont libérés, je dirais, de manière moins prononcée, ou parce que leur durée de vie dans l'atmosphère est plus courte, mais il faut savoir que ça existe et il faut quelquefois en tenir compte. Deuxième type d'impact que l'on a, c'est l'épuisement des ressources abiotiques, ces ressources qui servent à fabriquer, je dirais, tous les composants du numérique. Aujourd'hui, on le sait, on a une forte production et donc ça entraîne des questions à un horizon qui se rapproche de plus en plus. Troisième type d'impact, c'est des impacts sur l'énergie, donc l'énergie primaire, hein, donc charbon, pétrole, gaz, hydroélectricité, biomasse, nucléaire. On ne prend pas l'électricité comme une source d'énergie, hein, c'est plutôt un vecteur d'énergie, mais voilà, c'est quand même une composante importante à avoir en tête. Et on va voir tout à l'heure dans quelle mesure on retrouve ces impacts. Et le dernier type d'impact, on y pense un peu moins, c'est des tensions sur l'eau douce, parce qu'on a une activité numérique qui est très consommateur d'eau douce, essentiellement en phase de fabrication. À titre d'exemple, hein, la fabrication d'un smartphone et l'utilisation d'un smartphone, hein, de sa naissance jusqu'à la fin, va consommer 60 000 litres d'eau. Donc c'est énorme et on est loin d'imaginer ce que ça peut représenter. Alors fois le nombre de smartphones, je vous laisse imaginer la quantité d'eau que ça fait. Si on fait un zoom sur l'empreinte mondiale du numérique, alors les chiffres sont de 2019, mais on a certains qui sont actualisés. On a le numérique représente 4,2% de la consommation d'énergie primaire dans le monde. C'était 3,8% d'émissions de gaz à effet de serre. On a passé les 4% allègrement en 2022. En consommation, c'est 0,2%, mais ça représente quand même 442 milliards de packs d'eau. C'est pas neutre. Et en consommation électrique, c'est 5,5% de la consommation électrique mondiale. Donc, c'est des chiffres importants qui sont en croissance, qui plus est. Si on fait un zoom au niveau de la France, donc là, on va retrouver dans ce tableau une répartition des impacts par type d'impact et par type de composants numériques. Hein. Tout à l'heure, on a détaillé ça, et là, le tableau permet de voir une décomposition selon ces types de composants. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que, je dirais, les impacts, on va les retrouver essentiellement du côté des terminaux utilisateurs. On peut avoir à l'esprit des fois que les centres de données, data centers, sont des gros consommateurs d'énergie ou émetteurs de gaz à effet de serre. Quand on regarde les chiffres, ce n'est pas le cas. Hein. L'essentiel des impacts qui se fait côté utilisateur, c'est-à-dire vous et moi, au quotidien, que ce soit dans notre travail ou à titre personnel. Donc, les chiffres en rouge sont assez éloquents et on peut voir également qu'on a une décomposition de ces pourcentages sur la fabrication et l'utilisation. Pourquoi? Parce qu'on voit que la fabrication est un point vraiment important. Alors, c'est surtout vrai, bien entendu, pour l'eau. Là, on consomme énormément d'eau à la fabrication des terminaux. Gaz à effet de serre également. Beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre sont faites lors de la fabrication, bien plus que lors de l'utilisation des terminaux. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a un impact concentré côté utilisateur et essentiellement sur la fabrication des terminaux. Alors, on verra tout à l'heure ce que ça implique. Alors, si on fait un focus justement sur ces fameux équipements utilisateurs, la surprise, on pourrait penser que les smartphones ou les ordinateurs ont un impact. En fait, c'est plus les télévisions et les box TV qui jouent un rôle. Pourquoi? Parce que les écrans, la fabrication des écrans est vraiment un fort impact dans la mesure où il y a beaucoup de consommation d'eau. Hein, la fabrication d'une télévision, hein, 47 pouces,
c'est 26 000 litres d'eau consommée pour la fabrication et ça émet 480 kg de gaz à effet de serre. Ce n'est pas neutre du tout. Les smartphones, on pourrait penser que malgré leur nombre et leur faible durée de vie, aujourd'hui, on a un impact qui ne se situe qu'à 4 à 9 %. Alors, ceci dit, c'est peut-être amené à croître, mais pour l'instant, la première surprise, on voit que c'est du côté des télés, des écrans, en fait, que ça se joue. Alors, quelques chiffres pour compléter cette présentation. Donc, il faut savoir qu'au niveau européen, l'activité numérique, donc d'un Européen, représente aujourd'hui 40% du forfait annuel soutenable, je dirais, en gaz à effet de serre. Alors, ça veut dire quoi un forfait annuel soutenable? C'est, je dirais, la quantité de gaz à effet de serre qu'on se permettrait d'émettre pour avoir une activité, on va dire, soutenable dans le temps. Et quand je dis dans le temps, c'est sur des dizaines et dizaines d'années sur Terre. 40%, c'est beaucoup parce que ce n'est uniquement que pour le numérique. Il ne faut pas oublier le transport, l'alimentation qui est derrière. Donc clairement, quand on met bout à bout, je dirais, toutes ces activités, on dépasse allègrement notre forfait annuel soutenable. Donc on verra tout à l'heure, à travers un zoom sur ces gaz à effet de serre, les impacts que cela a. Deuxième chiffre, 100 ordinateurs portables, durant leur vie complète, leur utilisation va réchauffer 1 hectare de la planète de 1 degré pendant 60 ans. Alors, voilà, ça peut paraître, bon, c'est qu'1 hectare, mais voilà, c'est 100 ordinateurs portables, ça va vite, il y en a beaucoup dans le monde, et ça contribue aujourd'hui à ce fameux réchauffement. En termes de ressources abiotiques, on sait tous qu'on a un horizon assez proche. On va avoir des difficultés d'approvisionnement et ça commencera par le nickel, puisqu'on commence à avoir des perspectives d'alimentation plus compliquées à partir de 2027. Et 2027, c'est très bientôt. En termes de smartphone, un autre chiffre éloquent, pour fabriquer un smartphone, il faut 500 fois son poids en matière première. Et un dernier chiffre, en termes de transport et de stockage des données, il faut 2 fois plus d'énergie pour transporter une donnée que pour la stocker pendant 1 an. Donc voilà. Pourquoi tous ces chiffres? C'est pour donner un ordre d'idée des impacts qui se cachent derrière des activités numériques, qu'on a tendance à voir plutôt comme quelque chose d'assez neutre, assez propre, puisqu'on ne voit pas physiquement des déchets, mais ils existent, et ils existent surtout en phase de fabrication. Et nous, en tant qu'utilisateurs, c'est quelque chose on ne voit pas facilement. Si maintenant on regarde un petit peu en termes d'évolution dans le temps, et notamment sur 15 ans, oui. Je me permets juste, oui, je vois qu'il y a des questions là qui ont été en partie répondues dans le chat, mais je pense qu'on peut peut-être faire un petit focus sur ce qui a été échangé. Globalement, en fait, les questions, c'est ça portait, donc il y avait un point sur les data centers, savoir si le cloud était compris dans les chiffres, et en effet, il l'est bien. Enfin, je me permets de répondre, mais il est bien intégré dedans, même si à ce niveau-là, sur le cloud, les sources d'informations sont toujours plus compliquées à obtenir, puisqu'en fait, elles dépendent de quelques géants américains que vous connaissez tous, et qui sont assez peu, j'allais dire, volubiles sur leurs données, même s'ils tendent à s'améliorer là-dessus. Sur la question et l'étonnement sur pourquoi autant d'eau consommée pour les devices finalement informatiques, en effet, c'est bien les phases de fabrication qui sont concernées, et en particulier l'extraction minière. Alors, elle est à la fois, c'est extrêmement énergivore, cette phase-là, et en plus, elle consomme de l'eau. Et non seulement elle consomme de l'eau, mais elle pollue l'eau, elle pollue les nappes phréatiques, elle pollue les terres. Enfin bon, c'est juste... Il faut savoir que l'extraction minière, c'est quelque chose d'absolument terrifiant quand on le regarde de près. Voilà. Et alors juste, je n'ai pas compris ta question, Jean-Christophe, sur la source. Tu voulais dire la source de nos données, ou c'est Oui. les... Oui, ok. Philippe, je sais pas, après, moi, Oui, alors, j'allais le présenter tout à l'heure, mais donc il y a des rapports qui sont effectués, et notamment greenIT.fr fait un état de l'art assez régulièrement, et ce sont des rapports qui sont disponibles sur leur site gratuitement.
Je le présenterai tout à l'heure en ce qui concerne justement l'empreinte numérique mondiale. Ouais, voilà, donc après, vous avez aussi, il y a le Shift Project qui édite un certain nombre de sources. Il y a aussi Source Data Lab, donc c'est le ministère de la Transition et de l'Écologie qui publie des données. Donc il y a plusieurs consortiums comme ça qui travaillent, mais de concert en fait sur ces chiffres, et ces chiffres sont réactualisés régulièrement. Voilà. Tout à fait. Ok, donc juste un zoom sur les évolutions qui ont lieu donc, entre 2010 et 2025. Pour faire rapide, hein, quels que soient les types d'impact, on s'aperçoit globalement qu'en 15 ans, on a une évolution des impacts qui fait environ x3, x2 à x3 en fonction des types d'impact, et avec une augmentation donc, importante, hein, donc, notamment en gaz à effet de serre. On est passé de 2,2 à 5,5% en projection pour les gaz à effet de serre sur cette période. Donc, dans le même temps, il faut savoir que le nombre d'équipements numériques va quintupler entre 2010 et 2025, et qu'on pense que le nombre d'objets connectés, donc tout ce qui est montres et autres objets de ce type, sera multiplié par 48. La taille des écrans aura doublé entre 2010 et 2025. C'est tous ces éléments qui, mis bout à bout, expliquent cet impact croissant, mais qu'il va falloir traiter et rapidement. En termes d'évolution de quantité de CO2 émise, je ne vais pas m'attarder parce que là, je pense que c'est une problématique que tout le monde connaît. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer la suite de la courbe. Pour qu'on soit dans un monde qu'on va qualifier de relativement soutenable et vivable pour les prochaines décennies et pour les générations qui viennent, il faudrait que dès à présent, en fait, notre émission de gaz à effet de serre se réduise de 5% par an. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Il faut savoir que c'est arrivé que 2 fois durant, je dirais, l'ère industrielle, hein, depuis 1870. La première fois, c'était en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les activités de guerre se sont arrêtées et il n'y avait pas encore de reprise des activités industrielles. Et la deuxième fois, c'était en 2020. Le Covid a eu cet effet positif, lui, malheureusement, mais réel. On a vu la baisse la baisse en fait, d'émissions des gaz à effet de serre réduite de 5% durant l'année. Malheureusement, c'est reparti de plus belle depuis. Un petit mot sur la durée d'utilisation des postes bureautiques, parce que tout à l'heure, on a vu en fait quel était l'impact quelque part des matériels, de la fabrication des matériels sur l'environnement. Eh bien, entre 1985 et 2015, on a une durée de vie qui a été divisée par 3 sur les matériels, et qui a même descendu. En 2007, on était descendu à 2 années et demie d'utilisation en durée de vie pour les postes bureautiques. On est remonté un petit peu, mais la nouvelle tendance est à nouveau à une décroissance. Donc, c'est pas forcément très bon. En termes d'obsolescence, on a aussi une progression qui ne va pas dans le bon sens, puisque les anciens équipements étaient plus faciles à réparer, à upgrader, à reconditionner, à recycler. Aujourd'hui, quand on achète un ordinateur, notamment les ordinateurs portables, tout est intégré, les batteries sont soudées ou scellées, donc très compliqué de reconditionner ou recycler ces appareils. Donc ça contribue également à cet effet de consommation. Au niveau des applications maintenant, parce que c'est le deuxième effet, on a vu les matériels, mais il faut aussi s'interroger pourquoi on a besoin d'avoir une puissance matérielle qui augmente. Et bien, tout simplement parce que les logiciels qui s'exécutent sur ces matériels ont des besoins qui ont été décuplés, voire bien plus, durant ces dernières années. Donc entre 1995 et 2015, si on prend un couple bureautique célèbre, hein, Windows Office, on est passé, en termes de besoins de mémoire vive, on a fait x114. Et si on prend une page web, alors vous allez me dire, les pages web en 1995, elles n'étaient pas très évoluées, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on a fait, en termes de taille de page, on a eu une multiplication par plus de 100. Pourtant, avec ces outils, on ne travaille pas 100 fois plus vite aujourd'hui, hein. Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi on a eu cette augmentation importante
sans que ça n'apporte un réel gain de productivité, en tous les cas pas dans les mêmes proportions. Le constat qu'on a, c'est qu'effectivement, le surpoids, il n'y a pas que les humains qui le supportent, hein. Les logiciels sont devenus aussi des obésiciels, c'est-à-dire qu'ils ont leur gras numérique qu'ils transportent avec eux, et on va voir un petit peu pourquoi. En termes de... Si on fait une analyse aujourd'hui un petit peu de l'état de situation des logiciels, on s'aperçoit que dans beaucoup de logiciels, on a 80% des fonctions qui sont utilisées dans moins de 20% des cas. C'est la fameuse règle des 80-20. Mais elle est réelle, hein. Je vous invite à faire l'exercice par vous-même, hein. Vous prenez un outil bureautique que vous utilisez régulièrement, vous faites le compte du nombre de fonctions que vous utilisez par rapport à celles qui sont disponibles, et je suis sûr que vous n'atteindrez pas 20%. Deuxième raison, cette fois-ci pour les sites web, ce sont des raisons marketing, hein, puisque aujourd'hui on a beaucoup de services numériques sur Internet qui sont gratuits, hein. On a des sites gratuits qui nous donnent des informations. Mais ces sites, pour vivre, ils se subventionnent par publicité. Et la publicité, je dirais, pour être visible et atteindre la cible qui est la sienne, elle se doit d'être présente et bien présente, à la fois par des images, des vidéos, des pages, qui font que tout ça alourdit, je dirais, les sites que l'on peut consulter. Troisième raison, ça peut être aussi un problème d'empilement de patchs, de mise à jour successives. On l'a connu par le passé, notamment avec des versions de Windows qui étaient célèbres pour alourdir les PC et les faire ramer au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai sur Windows, mais on a encore beaucoup de logiciels pour lesquels on rencontre ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conséquence? Ça veut dire qu'on a des PC qui se mettent à ramer. Et quand ça se met à ramer, il faut plus de puissance pour faire tourner les choses. Côté utilisateur, c'est pas très satisfaisant parce qu'on a cette impression d'inefficacité et on a également une accessibilité au service qui est dégradée. Voilà, avant de passer à la deuxième partie qui va être comment gérer un petit peu les impacts environnementaux, je ne sais pas s'il y a eu de nouvelles questions depuis dans le chat. Alors, c'est pas une question, mais une remarque, une très bonne remarque de Benjamin, qui en effet relevait la vidéo, l'interview de Aurore Stéphane de chez Systex, qui a été réalisée. On parle d'extraction minière, puisqu'en fait, chez Systex, leur travail, c'est un observatoire des mines dans le monde. Et très sincèrement, enfin, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est vraiment un moment d'anthologie. Alors, ça dure 3 heures, mais avec son sourire, sa bonne humeur, etc., vous regardez ça et après, vous allez perdre le moral. Parce que franchement, c'est pas très ragoûtant ce qui se passe dans les mines. Voilà, heureusement, bon, il y a des solutions, mais en tout cas, ça montre la réalité des choses et ce qui se passe réellement derrière vos smartphones, derrière vos PC, etc. Donc merci Benjamin pour cette remarque, parce que c'est une vidéo et quelqu'un franchement qui est absolument remarquable dans sa connaissance d'ailleurs, hein, de ce qu'elle explique. Ok. Donc deuxième partie. Là maintenant qu'on a posé les constats, la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc comment on peut à notre niveau gérer au mieux les impacts environnementaux des services numériques qu'on utilise. Alors, il y a plusieurs approches, hein. Là, j'en ai présenté 3, mais il en existe certainement d'autres. Donc, on va rapidement les passer en revue pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'il existe. La première approche, donc, elle concerne l'analyse du cycle de vie. Alors, avant de plonger dedans, un petit rappel sur définition de l'éco-conception, hein. C'est donc un standard pour réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Décliné au niveau du numérique, ça veut dire qu'on n'éco-conçoit pas un logiciel ou un site web, mais on est obligé de penser au niveau d'un service numérique. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à une partie, je dirais, de la chose, mais on prend en compte l'ensemble des éléments nécessaires pour faire tourner ce service numérique. Je pense notamment au niveau du matériel. Donc, en termes de démarche, au niveau de l'analyse du cycle de vie, il y a une première étape, c'est de faire une définition du service numérique à étudier.
Ensuite, il y a une étude d'impact qui doit être menée, je dirais, dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il faut examiner l'ensemble des équipements physiques sous-jacents, et il faut le faire sur toutes les étapes du cycle de vie, hein, c'est-à-dire la fabrication, l'utilisation et la fin de vie, en prenant en compte les indicateurs environnementaux qui sont pertinents et pas se restreindre à un seul d'entre eux. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un entretien donc, avec un organisme qui me proposait de faire une étude d'impact, mais qui se limitait aux gaz à effet de serre. C'est dommage parce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont importants. Et puis, quatrième point, c'est de mettre ça en perspective dans le cadre d'une amélioration continue, parce que c'est une démarche assez conséquente. Il ne faut pas espérer traiter tous les points d'un coup, et il faut accepter, je dirais, de faire plusieurs passes en traitant à chaque fois un nouveau point pour s'améliorer. En termes de méthode d'analyse, alors je ne vais pas faire de détails sur l'analyse du cycle de vie, parce que là, il faudrait quasiment une journée ou deux pour le faire, hein, mais il faut savoir que c'est une démarche assez complète, assez lourde également, hein, puisqu'on prend tous les éléments qui vont de la fabrication, la commercialisation, l'utilisation et la fin de vie. On traite vraiment, je dirais, le produit, hein, du berceau à la tombe, comme on dit, et on essaie de prendre en compte toutes les entrées-sorties à chaque étape de sa vie pour ne rien oublier. Alors, pour donner des exemples, hein, d'analyse du cycle de vie, et là je vais rebondir sur, je dirais, le témoignage, hein, les sources tout à l'heure. Vous avez un très bon document donc, qui s'appelle l'empreinte environnementale du numérique mondial. C'est une étude, une analyse de cycle de vie qui a été faite par greenIT.fr. Alors elle a été faite en 2019. Elle est disponible sous forme d'un PDF sur leur site. Vous pouvez le télécharger gratuitement et dedans vous allez trouver, je dirais, tous les éléments et notamment toutes les données qui permettent de se rendre compte de l'état dans lequel on a aujourd'hui notre activité numérique au niveau du monde. Je passe rapidement parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour le traiter, mais voilà, c'est pour donner une ordre d'idée. Deuxième point, donc deuxième possibilité, hein, il existe aujourd'hui un guide toujours fait par greenIT.fr qui est un recensement en fait, de 74 bonnes pratiques clés qui peuvent être mises en place pour un numérique responsable au niveau de l'entreprise. Donc, c'est un ensemble de fiches synthétiques qui sont réparties par domaine de responsabilité, à la fois au niveau de l'entreprise, donc pour ses logiciels, ses services numériques, ses applications et ses centres de données. Pour le côté utilisateur également au sein de l'entreprise, à travers son poste de travail, sa téléphonie, son impression et les outils qu'il utilise. Et enfin, sur tous les points transverses de l'entreprise, à savoir les achats, la gouvernance, le pilotage, tout ceci pour traiter les éléments durant toute leur durée de vie. Donc, il faut savoir que la 3e édition est sortie aujourd'hui. Il y avait ce matin donc une conférence qui présentait cette 3e édition à laquelle j'ai assisté. Donc, le document sera disponible encore gratuitement sur le site de greenIT.fr d'ici la fin de la semaine. Ça se présente de manière très concrète sous forme de fiches synthétiques. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger pour vous rendre compte de ce qu'il est possible de mettre en place très concrètement à partir de cet outil. Et puis, pour terminer ce panorama, je dirais, des outils qui nous sont offerts, se rappeler la règle des 4 R, hein, donc réparer, réutiliser du matériel d'occasion, réemployer, recycler. Pour en ajouter un, c'est refuser un achat quelquefois. Tout ceci dans une optique en fait, de réduire notre consommation et d'éviter la fabrication de matériel. Ne pas oublier également de se poser la question en termes de connexion sur les infrastructures réseau. Voilà, préférer le filaire qui existe à des connexions sans fil. Je pense notamment à tout ce qui est connexion téléphonique ou data, hein, à travers les données numériques. Pensez également à la sobriété des usages et des pratiques commerciales, hein, quelquefois qui font tiquer. Enfin bon, les téléphones à 1 euro, on a tous connu ça. Mais bon, voilà, ça cache une réalité derrière qui est une consommation qui n'est pas forcément nécessaire. Et puis, au sein de l'entreprise, au niveau de chacun, c'est se poser la question, lorsqu'il y a un service numérique à concevoir, eh ben, d'essayer de le concevoir de manière avec des règles, en respectant les règles de l'art, éviter de générer ces fameux obésiciels, quoi.
Juste pour une petite anecdote, hein, pour illustrer le propos, là, cette conférence a lieu aujourd'hui en visio, hein, mais il y a quelquefois je dirais des thématiques qui sont abordées en présentiel. Et j'ai fait le comparatif, hein, de regarder ce que se représente une visio, enfin, comment une conférence faite par visio, comme actuellement, par rapport à un déplacement en train. Donc pour moi qui suis basé à Rennes, si j'avais dû aller à Lille pour une telle conférence, qu'est-ce que ça aurait représenté? De prime abord, j'ai pensé tout naturellement, bien entendu, qu'il n'y avait même pas de questions à se poser, même pas de débat. Clairement, la visio allait être beaucoup moins consommatrice. Eh bien, pas tant que ça, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, on est sur un ratio de 1 à 2 seulement. Un déplacement en train, aller-retour, ça représentait environ un peu plus de 2 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Une intervention de 90 minutes sous Teams, on est aux alentours des 900 grammes. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a de la visio. Il faut savoir que si jamais on coupait la vidéo et qu'on n'utilisait que le son, on réduit de 96% les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose à penser, hein. Moi je sais que je le dis souvent à mes collaborateurs quand il y a des réunions internes, la visio n'est pas nécessaire, hein, on s'entend très bien. Et quand on n'est que deux, il y a encore le bon vieux téléphone qui est là et qu'on peut utiliser. Il a encore beaucoup moins d'impact qu'un échange via Teams. C'était pour la deuxième partie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce niveau-là. Il n'y a pas ni de remarques ni de questions pour l'instant. Ok, Voilà, on donc tout enchaîne, a parce que je vois été le temps qui super passe. clair, D'accord. ou tout le monde Ok. est endormi, je ne sais pas. Alors, troisième partie, donc, voir un peu là, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en termes d'outils, enfin, de mettre en place, hein, comment on peut travailler sur l'éco-conception à la fois au niveau des matériels et des logiciels, quels sont les acteurs qui existent et les mesures gouvernementales qui existent. On va commencer par un rappel du développement durable. J'aime bien cette phrase de Mme Brundtland, qui était à la Commission européenne, qui, dans son rapport 1987, qui a été un élément fondateur, hein, pour les traités de Paris, le développement durable, elle lui a donné une belle définition qui est de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je trouve que c'est une belle phrase. Ça résume bien, en tous les cas, ce pourquoi on doit s'atteler en termes de tâches au niveau du développement durable. Développement durable, eh ben, on peut aussi dire que c'est l'intersection de trois domaines, hein, qui sont l'écologie, le social et l'économique. Voilà, je vous connaissez peut-être ce graphique, je ne vais pas m'attarder davantage, hein, mais les fameux piliers du développement durable, peut-être People Profit. Alors, si on décline ça au niveau de la gestion des matériels, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les leviers concrets, c'est allonger la durée de vie des équipements, et notamment les terminaux utilisateurs. Réduire le nombre d'appareils neufs, donc en reconditionnant, en réparant. Il y a la mutualisation des équipements également. Donc, là, beaucoup d'entreprises ont déjà fait, notamment au niveau des imprimantes. On ne retrouve plus des imprimantes personnelles aujourd'hui, mais il faut pousser la réflexion sur d'autres types d'équipements. Il y a possibilité encore de mutualiser. Réduire de manière plus globale la quantité de ressources informatiques nécessaires au fonctionnement du service, en se posant la question notamment du nombre d'équipements. Alors, ce n'est pas forcément que les ordinateurs, c'est aussi des téléphones portables, c'est tout un tas d'équipements sur lesquels on peut se poser ces questions. Et puis également, cette fois-ci du côté logiciel, hein, penser aux utilisateurs, essayer d'aller à l'essentiel, de ne pas faire de logiciels qui sont trop gros, trop consommateurs, et qui de toute façon ne répondront pas plus aux besoins des utilisateurs. Côté matériel, donc, on a aujourd'hui, on voit apparaître l'indice de réparabilité, qui est un bon indicateur et qui permet de voir dans quelle mesure il sera possible de réparer un matériel. C'est le début, hein, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais bon, c'est déjà un début. On peut citer également, côté smartphone, Fairphone, hein, vous connaissez sans doute, hein, qui est un fabricant de téléphone, hein. Son idée, c'est d'être capable de remplacer des pièces, n'importe quelle pièce du téléphone, par les utilisateurs, tout simplement, en mesure de démonter leur téléphone et de les faire évoluer ou remplacer si jamais il y a quelque chose qui est cassé. Là encore, on peut être pour, on peut être contre, mais l'initiative est là et montre en fait sans doute une possibilité qu'on a à l'avenir pour développer, je dirais, cette réutilisation et cette
plus grande utilisation des matériels existants. Côté logiciel, les questions qu'on doit se poser, c'est d'être dans une démarche, ce qu'on appelle d'efficience et de frugalité. Je parlais tout à l'heure de gras numérique. L'idée, c'est vraiment de le réduire. Hein. Ce n'est pas de créer du gras bio, parce que ça, oui, on en voit aussi. Mais c'est vraiment de se poser une question de réduction, je dirais, des besoins. Je pense qu'on a tous connu des utilisateurs qui font des listes de courses longues comme le bras quand il s'agit de répondre à des choses. Bon, il faut savoir faire du ménage là-dedans et ne retenir que l'essentiel. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir diminuer la puissance informatique qui est nécessaire au fonctionnement du service. Ça se traduit sur la mémoire, ça se traduit sur les capacités des CPU, sur la bande passante, sur les données transmises, le nombre de serveurs. Enfin, c'est en chaîne hein, et en cascade que les impacts se font. L'essentiel, je dirais, de cette démarche, elle est à voir au niveau de la conception. Le reste, il y a un quart, je dirais, des leviers qui se situent au niveau de l'hébergement et le développement, lui, c'est 15%. C'est vraiment bien penser sa solution au départ, c'est important. 2 exemples pour l'illustrer. Voilà, recherche d'un horaire de train avec un site bien connu hein, de la SNCF et à côté un autre site de Captain Train qui rend les mêmes services. Hein. C'est trouver un horaire de train, réserver un billet, mais côté SNCF, on a du gras, on a plein de gras, on a plein de pubs, on a plein de services annexes dont on ne se sert pas. Et alors que côté sobre, on a le service attendu. On a le même exemple sur les moteurs de recherche. Là, la comparaison se fait entre Yahoo et puis Google. Yahoo avait une interface très riche, très grasse. Google avait tout de suite visé sur quelque chose de très épuré. Voilà, c'est un exemple. Et puis aujourd'hui, on sait qui a gagné dans cette bataille. Voilà, alors pour penser sa conception, il faut se rappeler donc, les piliers hein, du développement durable. Il faut penser une méthode globale pour atteindre ces 3 objectifs en même temps. Donc, intégrer, je dirais, tous les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, et on va en voir d'autres, pour bien penser une conception logicielle. Alors, il en existe aujourd'hui dans le référentiel quand on développe pour le secteur public, mais ce sont des bonnes pratiques qui peuvent être reprises également pour les entreprises dans le privé. On a donc un outil hein, pour le développement. Là, je parle vraiment de développement logiciel. Quand on fait du web, on a un référentiel qui existe. Il y a un guide de 115 bonnes pratiques à respecter, qui est le fruit d'une collaboration, je dirais, de 40 personnes qui ont travaillé pendant plusieurs mois à édicter 115 bonnes pratiques à respecter pour avoir une bonne conception logicielle. Là encore, je n'ai pas le temps de présenter, donc je passe rapidement, mais il y aurait moyen de détailler beaucoup de choses qui sont présentes dans ce guide. On a également un petit outil, je vous le donne parce que c'est intéressant de le savoir, il existe un plugin Chrome qui permet en fait de regarder quels sont le poids d'une page web. Vous l'installez, ça vous donne l'empreinte environnementale de consultation d'une page web sous forme de gaz à effet de serre et d'eau, et sa performance environnementale sur une échelle de A à G, A étant la meilleure note et G la moins bonne. Sa mise en œuvre reprend en fait 24 des 115 bonnes pratiques dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être, on va dire, mesurées automatiquement à travers un outil comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un outil qui peut être destiné aux développeurs, mais par curiosité, je vous invite à le tester et à vous balader sur quelques sites et vous verrez que voilà, on a des différences assez flagrantes entre différents sites. Voilà, ça se présente comme ça en termes de résultats. Alors, c'est un peu austère, mais voilà, si on prend la peine de lire, on y trouve des informations très intéressantes. En termes d'acteurs, on a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs présents sur ce domaine qui sont là pour aider les structures et les personnes qui veulent mettre en place des choses. On a des collectifs de travail, il y en a beaucoup, vous en connaissez certainement quelques-uns. L'INR dont parlait tout à l'heure Xavier, il y a le Shift Project hein, qu'on connaît également, il y a greenIT.fr dont j'ai parlé, il y a le CIGREF, enfin voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a beaucoup. Il y a des structures publiques également. Alors dans le schéma que j'avais récupéré, il n'y avait pas l'ARCEP, mais j'ai rajouté l'ARCEP parce qu'ils ont sorti un livre blanc pour le numérique soutenable qui est très très bien fait,
qui est également disponible gratuitement sur leur site et qui présente en fait des propositions concrètes pour conjuguer le développement des usages et la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. On a également tout un tas d'associations, dont vous en connaissez certaines, et puis des départements de recherche qui s'intéressent à cette problématique du numérique responsable. Concernant, je dirais, l'acteur que je connais le mieux, c'est Greenity.fr, puisque c'est par lui que je suis passé pour la formation et que j'ai suivi, que je continue à suivre en termes de, je dirais, de collectif. Ils ont une déclinaison, en fait, sous forme de différents départements. Hein. Ils ont un collectif de conception numérique, ils ont un club. Tout ça est animé par Frédéric Bordage, qui est un spécialiste français du numérique responsable, que vous connaissez peut-être, mais qui se bat depuis de nombreuses années justement pour faire avancer cette cause du Green IT. Voilà. Côté article, je suis désolé, je vais vite parce que je vois que le temps passe et je sais voilà, je ne veux pas déborder non plus, mais on pourra revenir sur, à travers les questions-réponses si vous en avez, sur les points qui vous intéressent. Donc, côté article de mesures gouvernementales, on a d'abord une loi qui est parue, donc la loi REEN, hein, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Elle est parue le 15 novembre 2021, donc c'est assez récent. Et donc, il y a l'article 35 de cette loi qui se décline sur toute une panoplie de mesures destinées à garantir le développement en France d'un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux. Donc cette loi contient plusieurs volets, je ne veux pas tous les énumérer, mais en fait, il traite cette problématique, je dirais, du numérique responsable à travers différents axes qui sont intéressants. Ça va de l'incitation à la contrainte. Donc voilà, et je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. Là encore, je ne vais pas m'attarder, mais elle existe et vous pouvez vous renseigner sur cette loi. Les axes de projet qui sont visés, comme je disais, c'est enseigner la sobriété numérique, orienter les pratiques commerciales, favoriser l'essor du reconditionné et du réemploi et tirer le secteur numérique vers le vert. Deuxième mesure gouvernementale dont on peut parler, c'est un référentiel qui est sorti. Donc, c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Donc, c'est un outil qui est mis à disposition, je dirais, de toutes les entreprises qui font du développement, qui va, à mon avis, devenir obligatoire en termes de respect dans les mois ou les années à venir pour travailler pour le secteur public. Aujourd'hui, on a déjà différents référentiels qu'il faut respecter. Ce sera un de plus et donc qui contient tout un tas de bonnes pratiques. Donc, c'est un travail qui est le fruit d'une coopération donc, entre différents instituts, hein, dont l'ADEME et l'Institut numérique responsable. On y retrouve donc, je dirais, des points comme des points de stratégie, de spécification, d'architecture, de design d'interface, de contenu, d'hébergement. Voilà, donc c'est intéressant, c'est très accessible. Je vous mets l'adresse du site. Vous pouvez y aller et vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin d'être technique pour voir quelles sont les mesures proposées. Voilà, je boucle cette troisième partie. Je regarde l'heure et c'est déjà bien avancé. Est-ce qu'il y a des questions, Xavier? Alors, pas de questions à ce niveau-là, hein, toujours pas. D'accord, ok. Ce que je peux proposer, parce que là, on va rentrer dans le retour d'expérience. Ouais. Si tu veux bien, Xavier, je te cède la parole pour que tu puisses enchaîner un peu sur ta présentation. Et si on a le temps, moi, je bouclerai sur la fin pour donner mon propre témoignage. Donc, je le partage et je vais remettre le partage concernant ta présentation. Voilà, donc moi, je voudrais vous évoquer avec vous donc, et partager avec vous, finalement, c'est en tant qu'entreprise, tout compte fait, comment on définit et comment on pilote une stratégie pour réduire son empreinte numérique. Hein. C'est la question, finalement, que les entreprises doivent se poser. Juste avant ça, je voudrais faire un léger aparté sur des notions de vocabulaire, parce que je pense que c'est important quand même de préciser les choses. Et c'est vrai que d'une manière générale, quand on parle de l'environnement, des effets de l'environnement, etc., je vous avoue que personnellement, pour m'être intéressé à la RSE,
je trouve qu'on est très, très édulcoré et qu'on utilise un vocabulaire qui, moi, me dérange. Alors, je vous en mets quelques mots ici, avec un nuage un peu rose et l'autre qui est noir, et ce qui montre bien qu'on est un peu dans un déni de vocabulaire. Et quand on est déjà dans le déni du vocabulaire, ça veut déjà dire qu'on n'exprime pas les bonnes choses de la bonne manière. Alors, voilà, quelques exemples, par exemple, quand on parle de réchauffement climatique, ça peut vouloir dire à un moment donné, bon, tiens, finalement, si les températures montent, tout compte fait, c'est pas si mal que ça, on ira sur la plage plus souvent. Oui, sauf que c'est pas un réchauffement climatique, c'est du dérèglement climatique dont il s'agit. De la même manière, lorsqu'on parle d'empreinte numérique ou d'externalité, externalité négative, non, les vrais mots, c'est des dégâts que l'on est en train de créer sur la nature, des dommages, des ravages, de la destruction. Enfin voilà, les vrais mots, c'est ça. Bon, maintenant, on va revenir sur le vocabulaire traditionnel et classique de la RSE pendant ces débats, mais je voulais juste vous faire prendre conscience que par l'effet même du vocabulaire qu'on utilise, on sous-estime les effets dont on est en train de parler. Voilà, je ferme la parenthèse. Si vous voulez, on pourra en débattre après, mais ça, c'est ma vue personnelle et je voulais le partager. On va rentrer donc du coup maintenant un peu dans les choses. Alors très rapidement, le contexte et enjeu, je vais passer très vite puisque finalement Philippe nous a tout à fait expliqué ce qui est marqué sur ce slide, hein, mais juste pour en résumer les choses, et vous l'avez compris, le numérique finalement, son impact c'est tout sauf immatériel. Donc on a vu que ça générait des émissions de gaz à effet de serre, que ça polluait les sols et les eaux, on consommait des ressources minérales qui étaient du minéral rare. Donc on épuise des ressources qu'on qualifie d'abiotiques, hein, et qui sont non renouvelables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on aura fini le pot de confiture, il n'y aura plus rien à consommer. C'est fini. Ce sera terminé. Donc il va falloir trouver autre chose. Et cette fin, la fin du pot de confiture, on y est bientôt. Sur certains métaux, c'est très très proche. Voilà, et donc en plus de ça, on consomme des énergies primaires. Bon, donc je ne vous refais pas le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre du numérique, c'est 4% dans le monde. Alors on pourrait presque se dire, 4% dans le monde, ok, ouais, on va s'occuper d'autre chose, quoi, parce qu'il y a 96% dont il faudrait s'occuper. Le problème, c'est qu'en effet, on est face à une progression qui est quasiment exponentielle de ces effets. Alors, plus tous les effets dont on vous a parlé précédemment, hein, les gaz à effet de serre ne sont qu'une seule des effets néfastes du numérique. Donc, si on regarde cette montée exponentielle, évidemment, ça veut dire que globalement, en 2025, on frise les 8 à 10% de gaz à effet de serre, etc., etc., puisqu'on sait bien la propension qu'on a tous à utiliser finalement davantage de services numériques. Voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, évidemment, à un moment donné, il faut bien que les entreprises prennent le sujet en main, qu'elles rentrent ça dans leur politique. Et là, je vais parler un petit peu de RSE, parce que finalement, le numérique responsable, eh bien, ça n'est que la déclinaison, évidemment, du numérique, d'une politique de RSE. Donc la RSE, pour juste redonner les mots, hein, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Philippe, si ça t'embête pas, tu peux passer ce slide-là. Voilà. Alors juste une représentation très simple, c'est que finalement, quand on va regarder en tant qu'entreprise, hein, encore une fois, là je me situe dans une partie business, quand on va mesurer l'empreinte environnementale ou sociétale d'ailleurs d'une entreprise, on va le faire sur l'entièreté de son spectre et de son périmètre. Et à l'intérieur de ça, il y aura un sujet numérique à traiter. Bon, là, il est représenté sous cette forme de barre grise, à la fois environnementale, à la fois sociétale. Évidemment, cette barre, en fonction, la taille, j'allais dire, hein, de sa représentation, en fonction de votre secteur d'activité, il va être plus ou moins important. Il est clair que si vous êtes dans une entreprise servicielle, tertiaire, eh bien, l'empreinte numérique va représenter une part importante finalement
de votre empreinte entreprise. Si vous êtes dans des industries, en revanche, elle sera d'autant plus faible. Mais pour autant, elle n'est jamais négligeable, hein. Donc, c'est toujours une problématique. Ce n'est pas parce que les autres font moins bien qu'il ne faut pas s'occuper de ces sujets-là. Voilà, donc ça, c'était important de recadrer, de repréciser un petit peu que cette composante finalement et ces actions de numérique responsable font bien partie des stratégies RSE et qu'à ce titre-là, en général, les gens qui travaillent sur ces sujets-là vont reporter auprès de leur directeur RSE. Alors, on va du coup rentrer un petit peu dans le sujet justement de finalement comment on mène sa stratégie pour réduire son empreinte numérique. On peut parler d'empreinte numérique, de sobriété numérique, etc. Tout ça, finalement, c'est un petit peu la même chose. Et puis donc, alors ça, c'est une proposition qu'on fait chez Evolve. On pense qu'en tout cas, cette stratégie d'approche et de prise en charge de sa réduction de l'empreinte numérique paraît tout à fait cohérente par rapport à ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Alors, vous voyez là donc différentes étapes. On va démarrer donc par la gauche, hein, pour l'étape 1. Évidemment, il faut à un moment donné dans une entreprise qu'il y ait quelqu'un qui se dise « mais bon sang, cette empreinte numérique, c'est pas rien ». Donc il y a une prise de conscience et il y a une ambition qui est posée là-dessus pour essayer de réduire, d'atténuer en tout cas les effets néfastes que produise le numérique dans l'entreprise. Donc souvent, ce sont des porteurs de projets ou la direction, ou peu importe, hein, qui va porter cette prise de conscience. Ce que l'on suggère assez rapidement quand c'est comme ça, une fois que cette prise de conscience et j'allais dire cette décision a été prise, c'est finalement de sensibiliser le plus grand nombre dans l'entreprise, au moins au niveau de la DSI, des services IT, c'est le minimum. Et la façon de sensibiliser qui aujourd'hui nous a semblé être la plus efficace, la plus adéquate, c'est la fresque du numérique. Alors vous avez probablement entendu parler de fresque du climat. La fresque du numérique, c'est quelque chose qui est très apparenté à ce fonctionnement de fresque. Et ça a l'avantage d'être collaboratif, d'être ludique. Donc ça se passe sous forme d'atelier. Ça dure 3 à 4 heures. On réunit de 7 à 100 personnes en fonction du nombre d'animateurs qu'on peut y trouver. Et c'est une façon vraiment très, très simple de sensibiliser les gens. Voilà. Une fois qu'on a sensibilisé, j'allais dire, c'est jamais que l'étape 0 de ce qui va se passer. Il faudra assez rapidement faire l'inventaire de l'empreinte numérique. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic, on va se dire clairement quelles sont les zones ou les parties du numérique et du système d'information qui est le plus consommateur d'empreintes, enfin qui est en tout cas le plus émetteur, j'allais dire, de l'empreinte numérique. Alors, je fais là aussi un petit peu de précision sur les inventaires d'empreintes numériques. Pour être très clair aujourd'hui, vous avez bien vu, Philippe vous l'a dit, je vous l'ai redit, les gaz à effet de serre ne sont pas le seul effet néfaste du numérique. Pour autant, aujourd'hui, et pour être très honnête et très transparent avec vous, les inventaires d'empreintes numériques sont quasi exclusivement orientés sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en réalité, aujourd'hui, les outils dont on dispose, et si on veut être relativement complet, vont être sur un focus donc de CO2 et on va donc mesurer les CO2 émis sur l'ensemble du cycle de vie des services numériques. Voilà, donc Philippe tout à l'heure vous a montré l'analyse du cycle de vie hein, qui permet finalement de couvrir l'ensemble du process d'un service numérique. Alors quand je parle de service numérique, je parle aussi bien finalement d'un logiciel
que d'un terminal ou d'une partie de réseau, ça peut être un firewall, etc., un switch, peu importe, ou les éléments qui se trouvent dans les data centers. De la même manière, on va faire des études sur l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va évidemment aussi s'intéresser à la phase de fabrication, la phase d'utilisation et les phases de fin de vie, donc c'est-à-dire éventuellement de la réparation, du recyclage, qui sont à considérer dans ces inventaires. Une fois qu'on a fait cet inventaire, en fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'avoir une photo de là où on en est à un instant T. Ça va servir d'étalon dans le futur pour voir quels seront les progrès qui seront réalisés. Et ça permet surtout de choisir ses combats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe à l'étape 4 finalement, où on va là définir des principes de gouvernance, mais j'allais dire, on le ferait dans n'importe quel process de projet stratégique pour une entreprise. On définit des principes de gouvernance avec des instances de gouvernance, alors traditionnellement des comités de pilotage, des comités de projet, enfin peu importe le nom qu'on leur donne, le tout c'est de définir des personnes qui seront à même à prendre les décisions, à donner les moyens, donner les orientations, les budgets, allouer les ressources, etc. Enfin, vous connaissez, je pense, tout ça, mais c'est important aussi, quand on veut piloter sa stratégie numérique, de réduction de numérique, eh bien, d'avoir ces organes pour le faire. Voilà, à partir de là, eh bien, après, on va définir finalement quelles sont notre cible à court terme ou moyen terme. Donc, on va définir une trajectoire de transformation, comme on le ferait sur un projet de transformation numérique, j'allais dire traditionnel. Donc, dans la trajectoire de transformation, ça veut dire que j'ai une cible finale, mais j'ai surtout aussi défini des paliers qui sont des états stables et qui vont me permettre une progression petit à petit finalement sur cette trajectoire et pour atteindre une cible. Alors dès lors qu'on a franchi finalement cette étape 5, eh bien on va rentrer cette fois-ci dans une démarche itérative où cette fois-ci donc on va lancer des projets. Alors là aussi c'est un conseil, c'est que et c'est exactement la même chose quand on pilote des stratégies au niveau de la RSE. Ça sert à rien de vouloir faire le glouton et de vouloir tout embrasser d'un seul coup, de gérer toutes les problématiques d'un seul coup. C'est pas possible. Vous n'en aurez jamais les moyens, ni la capacité, et il y aura un effet d'essoufflement. Il faut choisir ses combats. C'est bien pour ça qu'on a fait un diagnostic en amont et un inventaire en amont pour attaquer, j'allais dire, les gros sujets rapidement et peut-être avoir des quick wins assez rapidement. Voilà, donc une fois qu'on est rentré dans cette phase de cycle, eh bien, on va pouvoir piloter l'avancement des projets, évidemment, grâce aux organes de décision. On va pouvoir prendre des décisions, corriger finalement les cibles si nécessaire. On reste dans des démarches très proches de la RSE, donc ça veut dire qu'on va mesurer régulièrement les progrès qui sont réalisés, puisque finalement c'est le progrès qui nous intéresse plus que la valeur absolue qu'on va tirer de l'inventaire qu'on aura réalisé. Et ça, il n'y a rien de tel pour mesurer le progrès que de partir de l'étalon qu'on avait à l'état 0 et de regarder à l'état N+1, N+2, N+3, etc., les effets des politiques qui ont été menées. On communique sur les résultats également, parce que ça, c'est quelque chose qui est important et c'est encore une fois une bonne pratique qui est commune à l'ensemble des projets autour de la RSE. On a ce qu'on appelle finalement dans la RSE une notion de redevabilité au travers et vers les parties prenantes. Et du coup, c'est le moyen de communiquer de manière très transparente. Alors, à la fois sur les réussites, quand on a progressé dans sa réduction d'empreinte, eh bien, on est toujours très fier de pouvoir le dire. Mais en même temps, il faut aussi être humble dans sa communication et de se dire, j'ai soit pas eu le temps de traiter tel sujet, et c'est pas grave, je le remettrai dans le cycle suivant, ou finalement le projet que j'ai mené, etc., finalement n'a pas donné les effets escomptés sur le volume d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un effet déceptif, donc voilà, je vais laisser tomber
alors, soit laisser tomber ce projet-là, soit je vais corriger finalement la façon de traiter la problématique pour que je sois plus vertueux dans le cycle prochain. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette démarche, on part évidemment de cette prise de conscience, de la sensibilisation des populations et des collaborateurs pour aller vers l'action, mais toujours grâce à ces organes de gouvernance qui vont permettre de tenir le fil et encore une fois d'impulser les actions là où elles doivent être portées. Voilà. J'essaye de faire court, hein, Philippe, pour qu'on puisse finalement laisser le plus de temps, et il nous en reste plus beaucoup, aux échanges, aux questions-réponses, et je pense que c'est aussi tout l'intérêt de ce type de format de conférence, c'est que vous laissez un petit peu le temps de parole pour qu'on puisse interagir ensemble, quoi. Très bien. Voilà. Merci, Xavier. Je t'en prie. Alors peut-être que tu peux continuer sur ton retour d'expérience, voilà, Oui, pour compléter. Ouais, 2-3 minutes justement pour terminer ma présentation. Donc, je vais vous repartager la présentation. Est-ce que vous la voyez? Oui, ok, merci. Bien, alors qu'est-ce que nous avons mis concrètement en œuvre chez MJ Group pour inscrire quelque part cette démarche de numérique responsable au sein de notre entreprise? Alors, on l'a fait à 3 niveaux. On l'a fait déjà au niveau de nos collaborateurs, parce que c'était une condition sine qua non pour que ça prenne, ça c'était le premier point. On l'a fait à travers, je dirais, notre façon de travailler. Donc, on a adapté, je dirais, tous nos process chez nous pour que ce soit une réalité. Et puis, bien entendu, on le fait auprès de nos clients pour essayer je dirais, de démontrer quelle est notre démarche, de montrer quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter là-dessus. On n'en est pas encore au stade où on en fait un argument de vente parce qu'aujourd'hui, sauf à être face en fait à un service public qui de toute façon va demander à ce que ce soit un prérequis, malheureusement du côté privé pour l'instant, bon, c'est accueilli gentiment on va dire, mais ce n'est pas encore un argument qui peut faire la différence. Je suis persuadé que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va monter parce qu'il y aura de plus en plus à la fois de prise de conscience, mais également, je dirais, de lois qui vont amener cette problématique au cœur des préoccupations des projets. Côté collaborateur, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a bien entendu sensibilisé chacun de nos collaborateurs à l'adhésion de cette valeur, c'était important. On a mis en place des groupes de travail pour travailler sur l'éco-consommation, l'éco-travail. On a mis en place une charte d'éco-gestes interne à l'entreprise. On a fait former, on a fait certifier tous nos collaborateurs pour que chacun comprenne vraiment qu'est-ce qui se cache derrière cette problématique du numérique responsable. Et enfin, on a mis en place un concours d'innovation lié à l'éco-conception, ouvert à tous les collaborateurs pour que chacun puisse apporter des idées nouvelles. Et il y a même des petites récompenses à la clé lorsque les idées sont bonnes. Je dirais, ils ont la possibilité d'aller faire des achats sur une plateforme, d'ailleurs numérique responsable, pour être en adéquation avec le projet. Donc les éco-gestes, je dirais, voilà, enfin je ne veux pas tous les détailler, mais c'est des choses qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises, mais on essaie de le rendre vraiment, soit une réalité au sein de l'entreprise. Je ne vais pas le détailler, hein, je pense que c'est classique. Alors, ce qu'on a par contre mis en place chez nous, c'est un suivi donc, des indicateurs. Hein, Xavier en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une réalité. On a mis en place un groupe de travail, d'ailleurs, qui est constitué de collaborateurs bénévoles et responsables. C'est-à-dire que, bien entendu, je suis quelque part le responsable de l'activité chez nous, mais ce n'est pas moi qui vais à la fois définir, j'ai mon mot à dire, hein, mais c'est eux qui proposent ces indicateurs, c'est eux qui les suivent et c'est eux qui proposent les moyens d'action pour les corriger. Donc les indicateurs, c'est le pourcentage d'électricité verte qu'on utilise au sein de notre structure, c'est le nombre de sites web éco-conçus qu'on a pu réaliser pour nos clients, c'est les capacités de stockage des fichiers au sein de l'entreprise, c'est l'impact des data centers auxquels on fait appel, c'est
comment on traite les spams au niveau des mails, c'est-à-dire qu'on en est le moins possible. C'est le nombre de mails qu'on peut envoyer, le nombre de mails qu'on reçoit. C'est une partie des indicateurs qu'on suit et ça fait l'objet, en fait, quelque part d'une réflexion permanente pour essayer de s'améliorer sur ces sujets. Dernier volet, et puis j'arrêterai là, qu'est-ce qu'on propose au niveau de nos clients? Bon, d'abord, un ensemble de règles de bonne pratique, c'est-à-dire que là, on essaie d'être je dirais, les porteurs de bonnes paroles auprès de nos clients pour leur montrer l'intérêt d'adopter ces règles de bonne pratique. C'est des conseils de sensibilisation auprès de nos clients et prospects à ce que c'est l'éco-conception logicielle et démontrer que si c'est pris à temps, ça ne coûte pas plus cher. C'est simplement une autre façon de voir les choses, mais en pensant autrement dès le départ, eh ben, le coût à la fin, c'est le même. C'est aussi une préconisation en termes de matière, de solutions d'hébergement respectueuses de l'environnement. Donc là, on essaie de recenser des fournisseurs, enfin des data centers ou des hébergeurs qui sont aussi respectueux de ces valeurs au niveau du numérique responsable. On essaie de limiter les déplacements, donc limiter le papier avec nos clients, limiter le stockage de données. Ça, c'est un gros combat parce que c'est compliqué. Et puis, être vigilant sur les moyens de communication qui ont le moins d'impact environnementaux. À titre d'exemple, récemment, moi, j'avais mis dans ma pastille Teams le fait que si j'apparaissais pas en visio, c'est parce que justement, je souhaitais réduire l'impact environnemental. Bon, le service commercial m'a fait comprendre que certains clients pouvaient être vexés avec ça. Donc, bon, je l'ai retiré, mais c'était quand même dans mon idée au départ. Voilà, voilà. Bien, c'en est terminé pour la présentation. Ce que je propose, c'est que nous passions peut-être aux questions-réponses et tout simplement à un partage entre nous autour de cette problématique. Donc, je recède la parole peut-être à Jean-Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux là. Alors, désolé, c'est le rhume des foins. Bon, terminé depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, complet, très intéressant, complémentaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spontanées. Moi, j'ai quelques questions. Je vais peut-être commencer avec une première question. C'est sur les drivers, j'ai compris quand même que tout comme le développement durable, c'est quand même la vision d'une personne, d'un patron hein, qui doit lancer l'entreprise dans cette aventure et qui doit maintenir surtout le momentum, la dynamique, sur pas que quelques semaines, mais sur de longues années. N'y a-t-il pas quand même des facteurs de marché qui font que même si le patron n'est pas, enfin, ou si le décideur n'est pas hyper motivé, il y a un vrai avantage compétitif pour l'entreprise de s'y mettre. Quand je dis de marché, ça peut être soit par rapport à ses concurrents directs pour gagner des appels d'offres, parce qu'on est tous là quand même pour faire du business, même si on est ingénieur, et sur un autre type de marché pour attirer les nouvelles générations qui peut-être ont des attentes en termes de Green IT, ce que j'ai jamais entendu d'ailleurs. J'ai surtout entendu les nouvelles générations demander d'avoir du sens dans l'entreprise et de connaître la mission de l'entreprise, mais peut-être que le Green IT rentre dedans. Oui, alors je me permets de répondre, mais après Philippe pourra rebondir là-dessus. Tu as tout à fait raison, Jean-Christophe. Il y a évidemment des vrais avantages business à s'inscrire dans ce type d'initiative. Alors, elles peuvent être numériques responsables, elles peuvent être développement durable, enfin, je vais dire RSE au sens large. En tout cas, en effet, ce sont clairement des actions menées par l'entreprise. Et l'entreprise, d'ailleurs, va communiquer sur les résultats. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'entreprise est redevable de résultats. Elle peut s'en servir, en effet, à des fins de marketing. Alors, attention, évidemment, on ne sombre pas dans le greenwashing. Il ne suffit pas de mettre une plante verte et de se dire, ça y est, c'est bon, j'ai fini, il n'y a plus rien à faire. Enfin, je mets une plante verte dans mon data center et puis voilà, quoi. Je le publie sur LinkedIn, tout va bien. Ça, c'est du greenwashing. Mais en tout cas, oui, il y a un vrai avantage et je suis d'accord avec toi, je partage 100%, c'est-à-dire que c'est à la fois pour les clients, donc c'est un avantage concurrentiel,
Et c'est également, évidemment, une notion d'attractivité pour embaucher ou pour tout simplement maintenir le personnel qui est existant dans une entreprise. C'est aussi important, hein, d'ailleurs, la fidélisation du personnel. Donc, ça fait absolument partie de ça. Et la recherche de sens, qui est vraie pour les générations, les nouvelles générations, mais j'allais dire, c'est vrai pour toutes les générations, tout compte fait, avoir du sens dans son boulot, c'est toujours plus agréable que de ne pas en avoir ou d'en perdre, en tout cas. Mais en effet, oui, c'est là pour, j'allais dire, abreuver ce besoin de recherche de sens et peut-être justement permettre à certains de trouver par là même une nouvelle voie à explorer. Et encore une fois, je me redonne moi mon exemple personnel. J'allais dire, il y a 2-3 ans de ça, je n'avais pas imaginé creuser ce sillon. Et plus je l'explore, plus je le trouve absolument à la fois riche et en même temps absolument passionnant, quoi. Voilà. J'arrête parce que je pourrais en débattre pendant. Quand tu disais qu'au niveau business, oui, c'était quelque chose qui apporte, un vrai différenciant. Est-ce que toi, tu as déjà gagné des affaires parce que tu as montré aux achats ou à la personne qui a décidé, «Bah oui, j'ai fait ce logiciel, selon l'éco-conception, selon Alors, tel principe», ou est-ce que quand même ça reste en deuxième ou en troisième rideau, et que alors, ça peut pas me faire un petit ouais. plus? Alors, moi, je suis moins dans les effets de développement que peut l'être AMJ, puisqu'en fait, nous, on est plutôt dans le conseil, donc la Ouais. stratégie, la gestion de projet, etc. Donc, c'est un petit peu peut-être un positionnement certes différent. Pour autant, en termes de business, alors j'ai 2 réponses à faire. La première, quand même, c'est que on est juste légèrement en avance de phase. On a juste un peu anticipé le mur obligatoire qu'on va se prendre tous à un moment donné, parce que de toute façon, et Philippe l'a rappelé dans sa présentation, la loi REEN qui date de 2021, alors il y a un point qui a été supprimé de cette loi, mais qui normalement devait obliger les entreprises à publier un rapport sur leur empreinte numérique. Ça a été enlevé, c'est plus le cas, mais ça veut dire que d'un instant à l'autre, il y a une loi qui, à un moment donné, va ressortir et obligera les entreprises à le faire. Donc, on est juste légèrement en avance de phase ou pas trop en retard, pour le dire autrement. Donc, oui, aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel. Demain, les gens qui ne l'auront pas fait vont mourir, quoi, ou vont devoir le faire très rapidement. Donc, voilà, donc je dirais à un moment donné, aujourd'hui, je considère que c'est un avantage. Demain, tout le monde sera au même diapason et on devra tous courir pour le faire. Les affaires, alors, très concrètement, tu me parles d'affaires, moi je vais parler sur le cas concret du cabinet Evolve. Alors, sans avoir déjà signé des affaires par rapport à cette thématique, on a engagé de nombreux contacts et des prospects, du coup, autour de cette thématique, parce que les gens ont une écoute absolument différente. Si je leur propose un service, je veux dire, assez traditionnel, j'ai un très bon directeur de projet à vous proposer, il va vous définir sa stratégie numérique, le roadmap, le machin, le truc. Ok, très bien. Tout le monde fait ça, enfin, plus ou moins bien, mais en tout cas, il y a d'autres compétiteurs qui le font. Si je leur tiens un discours en disant, attendez, moi, on peut vous accompagner sur votre réduction d'empreinte numérique et je peux vous le faire avec une fresque numérique, vous allez voir, c'est assez sympa, c'est ludique, etc. Ça, on va rentrer dans la matière petit à petit et j'ai une approche globale à vous donner pour réduire votre empreinte. Je peux te dire que là, l'écoute est très différente. Et donc, j'ai de la réceptivité vis-à-vis des interlocuteurs. Voilà, donc ça reste pour l'instant à des aspects de prospect, mais quand on n'a pas de prospect, on n'a pas de business derrière, hein. Tu sais comment ça va, hein. Donc, il y a un moment, on peut pas faire l'étape 2 sans l'étape 1, hein. Voilà. Philippe, tu veux Oui, oui, alors de mon côté, je rejoins tout à fait Xavier, hein. Donc, alors pour répondre au premier point concernant un petit peu la sensibilité des collaborateurs, clairement, on le sent. Chez nous, c'est des gens que ça interpelle, hein, notamment quand on est en entretien avec des gens qu'on souhaite embaucher. Cet aspect
d'aborder vraiment le numérique responsable, c'est un facteur différenciant et intéressant. On va pouvoir attirer des collaborateurs parce qu'ils sont sensibles à ça et qu'ils ne retrouvent pas, je dirais, cette valeur dans d'autres entreprises. Donc c'est intéressant parce que déjà, on peut embaucher quelqu'un qui partage nos valeurs. Et on en voit de plus en plus. Concernant la question sur les clients, moi je ferai le distinguo entre deux types de clients. Il y a de l'autre côté, il y a le privé et le public. On travaille pour les deux, à part égale à peu près. Côté privé, aujourd'hui, on en est au stade, voilà, un petit peu l'étonnement, mais comme le disait Xavier, c'est pas encore, c'est pas une obligation pour eux. Donc forcément, voilà, c'est un point d'intérêt, mais c'est pas le critère numéro 1 pour nous choisir. Sauf dans des cas particuliers. J'ai quand même une fois où un client, c'était un souhait fort, et donc il est venu nous chercher pour ça. Mais ça reste quand même, malheureusement encore pour l'instant, dans le privé, l'exception. Côté public, avec la nouvelle loi qui vient de sortir, on voit maintenant des appels d'offres qui paraissent et qui indiquent clairement qu'il faut respecter ce fameux référentiel d'éco-conception. Et donc, de plus en plus, on va devoir s'y mettre. Donc, le fait d'avoir des expériences et des références à mettre en œuvre, notamment dans le cadre des marchés publics, est un atout pour pouvoir remporter ce type de marché. Ok. Excusez-moi, j'avais une question. Bonsoir, je suis Marianne Rodeau. Je m'intéressais à cette notion d'auditer ou d'aider les entreprises à progresser dans ce domaine. Vous parlez de référentiels. Est-ce que ces référentiels sont techniquement suffisamment précis pour être reconnus et internationaux aussi, pour être reconnus et acceptés pour les entreprises? Et d'autre part, s'ils sont, à partir du moment où on a des référentiels comme ça assez larges, assez bien reconnus, ça donne beaucoup plus de poids pour l'entreprise après pour argumenter dessus, en disant, moi, j'ai bien fait toute la démarche selon ce référentiel et vous savez qu'il est reconnu. Alors, comme tu veux, Oui, moi je réponds, je te laisse la parole après, je pense que tu vas compléter de toute façon. Pour répondre déjà à la problématique un petit peu internationale, pour une fois en France, on n'est pas à la traîne. On est un pays même qui est en avance sur pas mal d'autres pays industrialisés, je pense notamment aux États-Unis. Cette problématique, on s'y est intéressé tôt par le biais de certains acteurs qui ont poussé dans ce sens. Et aujourd'hui, on est en avance par rapport à d'autres pays. Donc, ce qui fait que les référentiels, ce sont plutôt des référentiels nationaux aujourd'hui, en tous les cas ceux que je connais, et ils ne sont, alors même si il y a des traductions en anglais qui sont adoptées, je dirais, je ne suis pas sûr quelque part qu'aux États-Unis, ces référentiels soient aujourd'hui bien connus. Par contre, ces référentiels dont j'ai pu parler, il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment. Cette année, on a vu plusieurs être mis à jour avec cette fois-ci vraiment une mise en place de critères objectifs pour vérifier qu'ils sont respectés. Avant, c'était plus des bonnes pratiques, mais sans forcément avoir de curseur pour savoir si on respectait ou pas les différentes règles qui étaient présentées. Maintenant, on a vraiment des règles, des cas pratiques qui nous permettent de dire oui, non, on les respecte. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se met en place et qui, de plus en plus, est standardisé et peut être mis en valeur. Ça, c'est pour la partie référentielle. Après, bon, il y a une autre partie qui est la partie certification. Je vais peut-être, Xavier, laisser parler justement de cette partie, sachant qu'on n'a pas la même expérience dessus, hein, puisqu'on est certifié, mais par deux organismes différents. Xavier, si tu veux peut-être compléter. Oui, alors juste un mot sur les référentiels, puisqu'en fait c'était juste la question de base, et juste pour compléter ta réponse, Philippe. Les référentiels, oui, sont des référentiels qui sont connus, reconnus. Il y en a plusieurs, mais ils sont majoritairement donc gérés par gouvernés par l'ADEME. Donc l'ADEME qui est quand même un organisme public reconnu. Donc il y a à la fois la base carbone qui elle traite de tous les sujets, hein, pas seulement du numérique, mais plus globalement
de toutes les empreintes environnementales des entreprises. Et il y a la base impact, également donc hébergée par l'ADEME. Donc, c'est des bases qui sont en open data, hein, donc vous pouvez tous normalement y accéder. Il y a une initiative, alors là, cette fois-ci, qui est semi-gratuite, semi-payante, qui était celle de NegaOctet. Donc Nega avec un N, hein, pas un méga, qui elle également a créé son référentiel, donc assez complet aussi. Et il y a des gens comme Bozavista qui travaillent également sur ce référentiel. Donc oui, il y a des référentiels, ce sont des référentiels qui sont tout à fait connus, reconnus, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, et j'insiste sur ce point-là, tout référentiel qu'il soit et aussi reconnu qu'il soit, ils sont perfectibles. C'est-à-dire qu'il y a forcément, quand bien même on utilisera ce référentiel, on va générer une erreur, mais c'est-à-dire c'est pas très très grave, puisque finalement, ce qui est important, c'est finalement le progrès qu'on va réaliser. Donc l'erreur de mesure, elle reste relativement faible sur certains cas, plus élevée dans d'autres, mais en tous les cas, oui, c'est là-dessus qu'on va se baser. Voilà. Sur la question des labellisations de la certification, bon, il y a plusieurs sources de certification de labellisation qui existent sur le numérique. Les deux grandes connues aujourd'hui dans ces domaines-là, donc c'est le Green IT et c'est ce qu'a choisi AMJ. Chez Evolve, on travaille avec l'Institut du numérique responsable. L'Institut du numérique responsable, donc, qui est géré par l'organisme et le label Lucie. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, hein. Plus globalement, Lucie délivre des labels dans le domaine de la RSE. Les modes de fonctionnement sont assez similaires, hein. C'est-à-dire que pour être labellisé, donc, il y a un processus. Il faut évidemment répondre à un certain nombre de critères, avoir des engagements. Donc, il faut à la fois avoir fait des actions concrètes en faveur de la réduction de son empreinte numérique et globalement de la promotion de la réduction de l'empreinte numérique. Et il faut s'engager des plans d'action toujours en faveur de ces thématiques-là. La certification se passe et la labellisation se fait par un organisme externe. Donc, ça peut être Bureau Veritas, ça peut être SGS, enfin des gens qui sont spécialisés dans les certifications. Donc, il y a bien une phase d'audit qui sanctionne le travail réalisé. Pour nous, c'est un travail qui s'est fait entre 6 et 9 mois de travail pour acquérir cette labellisation. Voilà. Y a-t-il une voire deux autres questions là, le temps est passé déjà. Oui. Merci Marianne pour ta question. Oui, je reprends juste la parole. Je crains que si ça reste franco-français comme ça soit très vite supplanté par des systèmes individuels, enfin individuels au sens des pays, qui vont être mis en place. Il n'y a pas une volonté de rendre ça un peu européen au minimum. Alors, l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, n'est pas uniquement français, hein. Donc, il y a une émanation en Belgique, en Suisse, sur différents pays en Europe. Et en fait, sur la base impact, alors comme disait Philippe, finalement, la France est un peu précurseur sur le sujet. Donc, on pousse assez fortement les sujets. Pour autant, elle est tout à fait valable de manière internationale. Et les travaux qui sont réalisés dans ce domaine-là sont partagés avec d'autres instituts. Le Green IT est quelque chose qui a ses correspondances également à l'international. Après peut-être que les choses évolueront dans le temps. Aujourd'hui, c'est ce qui existe. Et il faut prendre la matière qui existe pour avancer. Sinon, si on attend toujours, on n'avancera pas et on ne pourra pas progresser. Pour la prochaine fois, il pourrait y avoir, je ne sais pas si vous connaissez la société EcoVadis.
Et Codadis, c'est une société qui évalue justement la performance environnementale des entreprises. Ouais. Ça pourrait être intéressant dans le prolongement de regarder si elle s'attaque aussi, si positivement évidemment, à l'IT, la partie IT, sachant que pour le coup, cette entreprise, les notes de cette entreprise sont de plus en plus regardées par les clients, en fait. Hein, ils ont un partenariat avec Renault dans le monde automobile, ils sont pas mal connus. Je peux regarder si, vous pouvez voir de votre côté, et de mon côté, je peux jeter un œil là-dessus. Et si oui, peut-être que ça pourrait être l'objet d'une prochaine session de prolongement qui ferait vraiment aussi le lien avec des secteurs industriels, quoi. Volontiers, pas de souci. Pas de souci. Philippe, Pierre, Marie, vous avez d'autres questions, des derniers commentaires, ou est-ce qu'on peut commencer à clore la session? Pas de questions de mon côté, des remerciements par contre à Xavier et Philippe, que j'ai déjà croisé dans un autre contexte, mais effectivement. Tout à fait. Ouais. Ok. Et peut-être du côté de Marie, si tu es toujours là, est-ce que ce type d'intervention rentre bien dans le périmètre de tes actions aussi? Non, J'ai l'impression qu'elle ne nous écoute plus. Alors, si Marie, tu parles, Ouais, tu es en mute. ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'était très intéressant. Merci pour cette culture générale, hein, parce que ça, c'est un point important. Ah, ouais. Ouais, un dernier commentaire, Marianne? Non, je voulais simplement remercier, hein, c'était vraiment très intéressant. Je suis un peu, moi, navrée d'avoir quitté mon entreprise alors qu'on réfléchissait à ces choses-là, et puis de les avoir laissés poursuivre leurs réflexions, mais j'aurais bien aimé connaître, en fait, savoir qu'on en était, qu'on avait déjà des billes en main et les brancher là-dessus. J'aurais bien aimé. Voilà, mais en tout cas, bon, je vais poursuivre ces efforts pour ma vie personnelle et puis associative et autres, et prêcher la bonne parole. Très bien. Ok, messieurs. Merci en Merci tout cas, beaucoup. Philippe, Xavier. Moi aussi, je vous remercie pour votre intervention de ce soir. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Exactement. Et en plus, j'ai compris qu'on pourra, ne serait-ce qu'à titre personnel, réutiliser des chiffres et des points que vous avez présentés à un gars. Tu nous feras suivre la chose. Oui, bien sûr. Et du coup, Génial. tout à l'heure, Xavier, tu parlais de fresques du climat. Du coup, je l'ai mis dans le chat, hein, mais c'est vrai que Marie, elle en organise régulièrement pour le réseau Génia dans le cadre du club Transition. Ouais. On les fait en visio, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile en présentiel. Mais si ça vous intéresse, restez attentifs. Il y a des prochaines dates qui tomberont forcément. C'est vraiment des ateliers très très sympas, hein. Voilà. Même si les thématiques abordées sont un peu graves, ça reste très très ludique et franchement très facile à intégrer dans une entreprise, quoi. Ok. Et peut-être en conclusion, il y a quelques points ouverts. La conclusion technique sur le stockage des données, j'ai vu que ce n'était pas une partie prépondérante. Sachant qu'à la différence du nombre de devices, comme vous disiez, qui ne va pas être multiplié par 100 dans les prochaines années, les données, c'est immatériel et ça va être multiplié. Donc certainement, la proportion va monter. Donc ça peut faire aussi partie d'une prochaine session. Oui, alors après, il y a l'effet aussi de l'IoT, les objets connectés, où là, ça risque de se démultiplier beaucoup. Et là, on va retomber aussi sur la partie device, quoi. Mais bon. C'est Philippe qui en parlait. Tu as mis ça sur un de tes slides, je crois, où il y a marqué non significatif pour le moment, ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Le moment. Et donc, cette partie IoT plus données, ça risque de faire évoluer ça va flamber. Et c'est tout l'effet, la notion de l'effet rebond aussi sur les services informatiques, hein, qu'on connaît, hein. C'est l'amélioration d'un service rend finalement
le service encore plus utilisé, au-delà même de toutes les espérances en général de ses créateurs. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour des questions, etc. Si Avec vous plaisir. le souhaitez. Et merci Agathe pour l'organisation.